Que l'on vive en Asie, en Afrique ou en Océanie, ce sujet nous concerne tous. Le changement climatique, c'est pourquoi Calédonia a choisi comme grande cause cette année l'urgence climatique. Le pays connaît déjà ses premiers déplacés climatiques à cause de la montée des eaux notamment. Si les conséquences du changement climatique sont inévitables, comment s'y préparer? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Chaque jour, les conséquences du changement climatique se voient et se ressentent dans notre environnement. Montée des eaux, érosion des côtes ou encore sécheresse. Les exemples sont nombreux, mais à quoi ressemblera la Nouvelle-Calédonie dans quelques années? Comment s'adapter et faire au mieux face à la situation? Alexandre Pelletier, météorologue à Météo France NC. Et Jérémy Catidjo-Monnier, membre du gouvernement en charge, entre autres, de l'environnement, du plan d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, répondront à toutes nos questions. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alexandre Pelletier, vous êtes météorologue. Est-ce que l'on sait aujourd'hui à quoi va ressembler la Nouvelle-Calédonie dans 20, 50, 100 ans? Eh bien, non. On ne sait pas. On ne sait pas. En fait, tout va dépendre des émissions de gaz à effet de serre que la population mondiale dans son ensemble va émettre. Voilà. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, on voit déjà les effets du changement climatique avec une augmentation de la température, notamment. C'est vraiment la chose qui se remarque, on va dire, le plus pour nous, météorologues. Une augmentation de 1,3, 1,5 degrés depuis les 50 dernières années. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, si on prend un mois de décembre à Waialou, dans les années 80, Waialou, Poneriwan, dans ce secteur, 32 degrés, il n'y avait pas au mois de décembre. Voilà, on ne l'avait pas mesuré. Et aujourd'hui, on est en 2023, et bien en 2021-2022, c'est à peu près une dizaine de jours avec des températures supérieures à 32 degrés. Donc ça, concrètement, on le voit, nous, météorologues, une augmentation de la température en Nouvelle-Calédonie et où que ce soit en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est marquant. Après, pour les précipitations, c'est un peu plus compliqué de voir quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que, on le sait, on sort de 3 années de Niña, on entre dans une année Niño avec des sécheresses. Voilà, c'est ça qui marque le climat calédonien, c'est cette alternance entre des phases sèches et des phases humides, Niño, Niña. Et c'est ça qui domine. Et c'est vrai que dans cette alternance, on ne voit pas encore de signal pour les précipitations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, on voit ce qui domine, ces alternances entre années sèches, années humides. Voilà. Mais le signal, nous, que l'on voit, météorologue, c'est vraiment la température. Vous travaillez avec d'autres acteurs dans le projet nommé CLIPSA, pour Climat du Pacifique, Savoirs locaux, stratégie d'adaptation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, c'est un programme de recherche qui réunit Météo France, l'IRD, l'Agence française de développement et puis les gouvernements, Nouvelle-Calédonie, aussi Wallis et Futuna, la Polynésie et puis aussi un pays étranger, le Vanuatu. Donc, et tout ce monde-là, on travaille pour essayer d'améliorer nos connaissances sur les changements climatiques sur nos quatre territoires. Très bien ciblé. C'est très ciblé parce qu'on est parti quand on a mis en place. Alors c'est un projet qui est né en Nouvelle-Calédonie. Quand on a mis en place ce projet, on partait du constat que quand les politiques, par exemple, ou des élus ou des associations environnementales se tournaient vers nous pour savoir à quoi va ressembler la Nouvelle-Calédonie en 2050 ou en 2100, on était bien embêtés pour répondre parce qu'on ne savait pas. Pourquoi? Parce que les modèles de climat qu'on utilise, les modèles du GIEC, par exemple, ce sont des modèles qui sont, on va dire, grossiers. Disons qu'ils permettent de voir ce qui va se passer sur les ensembles continentaux, l'Europe, l'Asie, l'Australie. C'est beaucoup trop large. Voilà, c'est trop large. Et si on veut zoomer pour regarder ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas, parce que la Calédonie n'est pas représentée dans ces modèles de climat. Et on va dire les phénomènes climatiques dans le Pacifique sont très mal représentés. Donc on était bien embêtés et donc on s'est dit, on a retroussé un peu nos manches et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Et donc on s'est tourné vers Météo France, vers l'IRD et avec l'AFD
eh bien, on a essayé d'élaborer un projet de recherche pour justement apporter des réponses, on va dire, aux météorologues que nous sommes, voilà, pour essayer d'un peu d'esquisser le futur du climat de la Nouvelle-Calédonie. Et ce programme-là, on va dire, il aurait été incomplet si on était resté vraiment sur la science du climat, parce que bon, l'évolution de la température, ça ne parle pas forcément. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi, on a aussi pris contact avec le monde des sciences humaines et sociales et aussi les élus pour définir vraiment, aider, voir un peu quelles étaient les choses vraiment intéressantes pour définir des stratégies d'adaptation, voir un peu voilà, quelles sont les vulnérabilités en Nouvelle-Calédonie, les enjeux. Est-ce que ça va être les fortes chaleurs ou est-ce que c'est les inondations? Est-ce que c'est l'agriculture? Enfin, qu'est-ce qui intéresse véritablement ces pays aujourd'hui? On va aller en détail Oui. un peu plus loin dans les émissions. Jérémy Catidjo-Monnier, justement, comme disait Alexandre Pelletier, ce projet de recherche se déroule en partenariat avec le gouvernement. Comment vous saisissez-vous de ces données et à quoi vous servent-elles? Alors, les données CLIPSA, c'est donc, comme ça a été très bien dit, l'évolution du climat, notamment en Nouvelle-Calédonie, d'ici 2100, de manière très fine, à très haute définition, à l'échelle de quelques kilomètres. Ce qui nous permet, grâce aussi à un travail de l'Observatoire du littoral, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui donc prévoit de travailler sur la barymétrie, c'est-à-dire le relief en 3 dimensions de nos rivages, de mixer donc l'évolution du climat, mais aussi nos modèles 3D pour savoir où sont les zones les plus à risque par rapport à l'érosion du trait de côte et à l'évolution du climat. Donc là, vous ciblez bien, vous voyez bien où est-ce que le trait de côte va disparaître, enfin va se réduire Exactement, oui. à tel endroit. Donc ça vous permet, c'est un travail qui a été d'accord. lancé, qui est en cours, qui vient d'être financé par le Fonds vert il y a quelques semaines à peine. Donc ces 2 travaux, ces 2 grands projets de modélisation du littoral et de modélisation de la météo, en même temps permettront de savoir quelles sont les zones les moins à risque afin de définir une politique publique aussi bien pour les communes que pour les provinces que pour le gouvernement, et qu'on sache quels sont les endroits où on pourra mettre nos populations en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la donnée, comme ça a bien été dit, on ne sait pas quelles seront les zones les plus touchées par le changement climatique, aussi bien au niveau des températures qu'au niveau de l'érosion du trait de côte, qu'au niveau de risque de submersion, du risque de tsunami, du risque de glissement de terrain. Voilà, il y a plein de risques différents qui sont à prendre en compte, et il est hors de question de déplacer des populations d'un risque à un autre. Il faut vraiment avoir une vision globale, et c'est pour ça que CLIPSA, que ce projet Fonds vert sur la modélisation du littoral sont des projets importants pour avoir une vision globale du risque en Calédonie. Réagir efficacement. Exactement, oui, oui. Sachant que nos données nos moyens sont limités. Nos données le sont aujourd'hui, mais elles le seront plus à terme, puisqu'on aura donc ces données qui nous permettront de travailler. Et grâce à ces données, nous pourrons orienter nos moyens financiers, nos moyens humains, notre expertise technique sur les zones les plus à risque pour l'agriculture, pour les populations locales, pour l'environnement, pour les enjeux de sécurité civile tout simplement. Donc c'est vraiment pour nous un réel appui d'avoir l'expertise de Météo France, de l'IRD, de l'AFD et donc de nos équipes de la DIMINC, de la DI3T au gouvernement pour travailler donc pour la sécurité et donc cette protection de nos populations. Alexandre Pelletier, je vous demandais de regarder ce schéma qui est issu de la plaquette CLIPSA. Il s'agit de scénarios possibles. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer comment lire ce document et qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, ce qu'on voit ici, c'est les évolutions, on va dire, des précipitations suivant différents scénarios d'évolution. Donc à gauche, on va dire, un scénario, comme on dit, accord de Paris, avec une évolution de la température à 1,5 degré. Et à droite, on a une évolution de la température. Voilà, si on continue sur notre lancée, qu'est-ce qui va advenir de la Nouvelle-Calédonie? Donc on va dire à gauche, on a le scénario si on fait des efforts, et à droite, c'est le scénario
si on continue comme on fait en mauvais élève, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, on voit que c'est quand même à dominante, celle de le schéma de droite, à dominante orange et rouge. C'est-à-dire que là, les températures vont être extrêmes. Et si on continue à garder ce rythme, on ira Oui, voilà, vers c'est ça. ce schéma. Voilà. En fait, et donc ça, on va dire, ça, c'est une vision telle qu'on l'avait auparavant avec les modèles de climat du GIEC, c'est-à-dire des modèles de climat qui sont globaux. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de regarder localement en Nouvelle-Calédonie, sur les îles Loyauté, Bélep, l'île des Pins, la Grande Terre, Tiga, de regarder très finement ce que ça signifie en termes de température, en termes de précipitation et même au-delà, c'est-à-dire qu'on va aussi regarder avec les acteurs locaux ce que ça signifie, on va dire, dans leur pratique de tous les jours. Alors nous, à CLIPSA, on fait un focus sur la gestion de l'eau et l'agriculture. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ces évolutions pour les pratiques agricoles, pour le calendrier de l'INAM, par exemple, si c'est ce qui intéresse les populations. Donc là, on est dans une phase où on va interroger les gens, on va essayer de voir ce qui les intéresse véritablement, quelles sont les informations essentielles pour eux, pour pouvoir continuer à vivre en Nouvelle-Calédonie avec les pratiques, avec l'INAM, avec le tarot. Voilà, c'est vraiment ça, c'est d'apporter des informations essentielles, utiles, et on ne va pas se contenter de dire, voilà, la température va augmenter de temps. C'est très concret, en fait. C'est très concret, voilà. Ces données. Alors, on va poursuivre. Alors, parce que je le disais, l'urgence climatique, c'est la grande cause Calédonia. Cette année, on a demandé aux équipes s'ils ont changé quelque chose dans leur comportement. Regardez. On en a beaucoup parlé sur Calédonia de cette grande cause et en fait on a voulu avec l'équipe à Koné joindre le geste à la parole et du coup on a organisé des rassemblements pour ramasser les déchets dans une certaine zone. Donc voilà, on a fait je crois cette année 4 ramassages de déchets dans certaines zones dans Koné. On a ramassé des déchets pendant 2 heures. Voilà, les sacs étaient bien remplis de déchets en tout cas, et c'est quelque chose qu'on va continuer l'année prochaine. Par exemple, j'essaye d'acheter plus local, surtout qu'ici on a des bons produits locaux, du coup ça permet aussi de valoriser l'économie du pays, etc. Mais ça permet aussi de moins contribuer à importer des produits venus de l'extérieur, et donc aussi de moins contribuer au trafic d'avions maritimes. Donc je préfère acheter local maintenant. Quand je vais au magasin, je regarde si les fruits ou légumes sont locaux, et s'ils ne le sont pas, je ne les achète pas. J'étais sensibilisé déjà au danger du réchauffement climatique, et puis surtout dans notre pays. J'ai regardé aussi tout ce qui se passait à l'antenne, et franchement, la grande cause, elle a beaucoup changé dans ma façon de faire, parce que j'ai plus trié chez moi, j'ai plus fait attention à mes déchets et à ma consommation. Et nos vieux n'ont pas attendu tout ça pour mettre par exemple des calendriers de pêche. Il y a des saisons où la pêche est fermée, le bord de mer et puis tout ça, ils sont fermés. La pêche est interdite parce que voilà, il faut laisser le poisson se reposer, il faut laisser le poisson et la biologie marine se reproduire et puis se refaire un peu. Voilà un peu des exemples concrets qu'on a chez nous depuis. Et effectivement, de consacrer une grande cause à l'urgence climatique permet d'un petit peu centraliser tous ces sujets, et forcément, même si c'est des choses dont on a déjà conscience, de les voir rassemblés permet d'en parler au plus grand monde. Et effectivement, ça a un impact sur nous aussi, où on réfléchit davantage dans notre quotidien. Je parlais effectivement de privilégier les circuits courts ou du covoiturage, mais ça peut également être sur la consommation d'eau qu'on a à la maison. Tiens, c'est marrant, peut-être couper le robinet de la douche le temps de se savonner, fois 3, fois l'année, fois le nombre de douches, c'est quand même un certain volume d'eau économisé. Jérémy Catidjoumonier, maintenant que vous avez certaines informations, ces données beaucoup plus précises, qu'est-ce qui se passe? Que fait ou que va faire concrètement la Nouvelle-Calédonie pour s'y préparer? Alors, le programme CLIPSA et donc le programme de modélisation de nos littoraux sont en cours. On espère des livrables d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Et en attendant, nous ne restons pas inactifs et nous nous préparons. Et c'est pour ça que dès l'année prochaine,
je travaille pour proposer au Congrès une déclaration d'urgence climatique qui permettra la formation et la création d'un forum calédonien du changement climatique. Aujourd'hui, on voit des instances internationales et institutionnelles comme la COP, où tous les acteurs se réunissent, les États, mais aussi les entreprises, les ONG, la science, pour comprendre comment va évoluer le climat et comment s'y adapter et quelles sont les solutions. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a une initiative intéressante comme le Club Climat de la province Nord, et il est très important et il est fondamental, essentiel aujourd'hui, d'élargir cette discussion à l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie, et c'est de la responsabilité du gouvernement donc de proposer au Congrès ce forum calédonien du changement climatique où nous aurons le gouvernement, mais aussi les instituts de recherche, les provinces, les communes, toutes les associations qui travaillent déjà sur l'environnement et l'adaptation au changement climatique, que ce soit sur la côte Est, que ce soit à UVA, et aussi, on ne les oublie pas, les coutumiers, les professionnels et l'ensemble des acteurs qui font la société calédonienne. On a une politique de l'eau partagée avec un forum de l'eau qui existe, qui fonctionne bien, où chacun dans ses compétences s'engage pour travailler dans le bon sens pour préserver la ressource en eau. Et nous souhaitons donc décliner ce même travail sur le changement climatique, grâce donc à ce forum du changement climatique que nous espérons se voir être réunis dès le début de l'année prochaine. Pour revenir sur ce projet CLIPSA, j'entends que ces travaux concernent Uvea-Mofutuna, Vanuatu, la Polynésie française. Il y a donc un travail en commun, vous échangez ou pas du tout? Oui, il y a des sensibilités différentes, donc c'est important pour nous d'avoir les retours d'expertise et les retours d'expérience qu'il peut y avoir aussi bien au lycée Futuna qu'au Vanuatu qu'en Polynésie. Donc c'est vrai que pour nous c'est un travail donc CLIPSA qui est en cours, et c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux de voir ce programme sur l'ensemble des territoires français du Pacifique, francophones du Pacifique, mais aussi avec nos voisins du Vanuatu, pour combiner de manière la plus large possible nos retours d'expérience, faire partager ce qu'on sait, ce qu'on subit, ce qu'on vit, nous, au quotidien sur nos plages, à Tiwandé sur Tuo, à Uvea sur Saint-Joseph, par exemple, et voir comment ça fonctionne et comment d'autres solutions peuvent être mises en place aussi sur le Vanuatu, sur Wallis et sur la Polynésie. C'est vraiment des retours et des échanges d'expériences. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder cette première partie des compilations de reportages liés à l'urgence climatique faites par Calédonia tout au long de cette année. Regardez. 1,3 degré en plus à Lansvata depuis 1960. Nos eaux calédoniennes se réchauffent et les premières victimes emblématiques de cette hausse sont les récifs coralliens. Stressés lorsque la température dépasse un seuil, ces derniers blanchissent et peuvent mourir. En 2016, 10% des récifs coralliens observés en Nouvelle-Calédonie ont subi un blanchissement important. Heureusement, la plupart se sont régénérés. Certains ont même développé une résistance face à une vague de chaleur prolongée. Une étude du CNRS et de l'IRD en cours tente d'en comprendre les causes. En SVT, on l'enseigne beaucoup, donc ça, c'est ça que je trouve super bien. Par contre, dans d'autres matières, c'est vrai qu'on l'enseigne un petit peu moins. Donc je pense que ça serait bien d'inclure peut-être juste un sujet, ou par exemple au bac, des sujets, par exemple au bac de français, ou des livres, des œuvres littéraires qui parlent du réchauffement climatique. Ça pourrait être justement bien pour faire parler justement de cette journée et des événements qui se passent dans le monde entier. Lieu emblématique des naissances, la Roche-Percée et la baie des Tortues représentent le deuxième plus gros site de ponte des tortues grosses-têtes dans le Pacifique Sud. Ici, la température du sable enregistrée depuis 2019 avoisine les 30 degrés. Conséquence, plus de 95% des bébés sont des femelles. Déjà en 2011, des premières études alertaient sur le phénomène. À terme, ce déséquilibre pourrait menacer la survie de l'espèce qui a vu 80% de sa population chuter en 60 ans. Quelques semaines plus tôt, la biologiste a observé un blanchissement plus conséquent à Lifou et à Uvea. Il serait l'effet d'un réchauffement de l'océan exceptionnel. Actuellement, effectivement, depuis le début de l'été, en fait en décembre, la Nouvelle-Calédonie, comme le reste de la région, subit ce qu'on appelle une vague de chaleur marine ou alors une canicule marine. On comprend peut-être mieux avec canicule. Il faut comprendre que c'est une période où les températures de l'océan sont vraiment anormalement chaudes, bien au-dessus de la normale saisonnière, pendant de quelques jours à quelques mois. Là, ça fait plusieurs mois. Alexandre Pelletier, on parle depuis le début de la population de manière générale. Au niveau des acteurs économiques et notamment les agriculteurs,
Oui. À quoi doivent-ils s'attendre? Alors, ça, c'est une question essentielle, en fait, qu'on voit. Ça fait partie des enjeux qui se sont révélés quand on a fait ces consultations. Donc, on a consulté les gouvernements calédoniens, Wallis et Futuna, Polynésie et Vanuatu. Et la question de l'agriculture, de la ressource en eau est vraiment essentielle. Et l'évolution des pratiques agricoles, alors, on parle d'agriculture, mais il faudrait plutôt parler de système agricole. Il y a pas simplement, voilà, c'est pas la culture de la squash, la culture du maïs, mais c'est les systèmes agricoles en Nouvelle-Calédonie, notamment la culture de l'igname et du taro. Et donc, ce qu'on va essayer de faire au cours de l'année 2024, c'est de voir avec les gens du terrain, en fait, quelles sont les informations essentielles qu'ils utilisent pour faire face au climat d'aujourd'hui, de voir un peu comment, de quoi est fait leur savoir, leur pratique. On parle des connaissances liées qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les connaissances que l'on peut avoir, que l'on tire de sa propre expérience, de la pratique des vieux aussi. Voilà. Et c'est de voir un peu les interactions qu'il y a entre ces différents savoirs qui vont faire que on va plutôt mettre en culture tel igname ou telle variété de taro aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça en fait qu'on va essayer de voir, de savoir et ces pratiques. Et aussi avec l'aide, l'appui de l'IAC, de l'Institut agronomique calédonien, qui va nous aider véritablement à fournir un service, une information utile sur le secteur agricole. Ça se fait vraiment avec la population, Oui, où vous n'arrivez oui. pas avec vos données scientifiques, vous vous dites, comment ça se passe, tout changer, non, vraiment les informations sur le terrain. Voilà, moi je suis météorologue, je ne suis pas agriculteur, je ne sais pas, toutes ces choses-là, c'est faire converger ces savoirs, ces connaissances pour s'adapter au climat d'aujourd'hui, au climat de demain. Voilà, c'est ça. Ce sera ma dernière question. Jérémy Katidio-Monnier, vous travaillez donc sur le plan d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique. Est-ce que ça veut dire que l'on peut, donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que ça veut dire que l'on ne peut plus empêcher les effets du changement climatique? Si, il est toujours possible d'atténuer son impact sur le climat. Et c'est important de travailler vraiment, de lutter contre l'augmentation de la température, contre l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc on irait vers ce schéma plus positif du début, de gauche. On l'espère. Et en même temps, on ne peut pas se permettre d'attendre et de ne pas se préparer. Donc c'est pour ça que le gouvernement met aussi en place toute une politique de soutien à beaucoup d'associations et à beaucoup de projets pilotes pour voir comment on peut protéger les littoraux, comment on peut mieux protéger la ressource en eau, comment dès aujourd'hui, grâce à des associations comme le Conseil de l'eau de la Foi, comme Calédocline, que nous soutenons, que nous finançons largement, pour replanter, pour s'assurer que, par exemple, pour le grand cycle de l'eau, et on voit avec El Niño et la sécheresse qui arrive, préparer demain dans des climats plus secs, parce qu'on sait que les forêts sont aussi des réservoirs d'eau. Donc pour nous, lutter contre le feu de forêt, préserver nos abords de rivières, nos forêts, comment travailler ensemble avec les associations sur des solutions sans béton pour protéger les littoraux. Donc toutes ces solutions-là, elles sont déjà en train d'être pilotées pour préparer une adaptation. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne et qu'on ne fait pas d'efforts pour réduire les effets du changement climatique et réduire nos consommations d'énergie fossile. On en arrive au terme de cette émission. Merci Alexandre Pelletier. Merci Jérémy Katidio-Monnier pour toutes ces informations. Émission que vous pouvez retrouver sur caledonia.nc dès demain. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente soirée.